Il a dit clairement la pression ne s'arrête pas, elle commence vraiment. 2026 n'est pas une nouvelle année. C'est une piste de décollage, un avion en bout de course. Et maintenant, les moteurs sont poussés à pleine puissance. Ce n'est pas une image pour inspirer. C'est un avertissement stratégique, parce qu'après 3 ans de révolution, le régime sait une chose, le moment le plus dangereux n'est pas le début, c'est l'accélération. Ils ont appris à travailler sous tension, et cette tension devient le système. Quand une administration accepte de vivre sous pression permanente, alors la stabilité n'est plus un confort. Elle devient une discipline. Il insiste sur ce qui a déjà changé une production agricole record, le cacao, le café, le blé. La vigne, ce que l'on disait, impossible devient réel. Mais ce n'est pas seulement un succès économique, c'est une rupture mentale. Parce qu'une fois que le peuple voit que l'impossible se produit, le retour en arrière devient inacceptable. Et ce qu'il raconte n'est pas une réaction. Ce n'est pas un discours émotionnel. C'est le résultat d'un calcul accumulé transformé sur place. Produire pour soi. Bâtir pour les générations, même les infrastructures deviennent un champ de bataille politique. Refuser les prêts de 50 ans. Construire avec les jeunes ingénieurs, déplacer la confiance vers l'intérieur, et derrière tout cela, une pression silencieuse. Si 2026 réussit, alors cette révolution devient normalité. Si elle échoue, alors tout redevient vulnérable. Vous sentez ce pivot. La question n'est plus que faisons-nous. La question devient combien de temps peut-on tenir à ce rythme avant que le monde réponde. Alors voici la vérité plus profonde. Ce discours n'est pas un message de motivation, c'est une cartographie du conflit qui arrive. Parce qu'à partir du moment où un État commence à produire, transformer, construire, il ne se contente plus d'exister. Il commence à déranger. C'est là que le ton change. Il parle des petits esprits, des moqueries, des réactions internes. Ce n'est pas une plainte, c'est un diagnostic. Chaque révolution, au moment où elle devient concrète, déclenche automatiquement ses anticorps. Quand le cacao devient une réalité, ceux qui vivaient du doute perdent leur rôle. Quand le café se transforme localement, ceux qui contrôlaient l'importation perdent leur levier. Et c'est là que l'enjeu dépasse l'agriculture. Il ne s'agit pas de planter, il s'agit de réorganiser la souveraineté. Parce qu'une fois qu'un pays comprend qu'il peut nourrir ses enfants sans dépendre des circuits extérieurs, alors la dépendance cesse d'être une fatalité. Elle devient un choix ou une trahison. Il enchaîne éducation, amphithéâtre, lycée technique, université technologique. Ce n'est pas une liste de projets, c'est une architecture de rupture. Former pour produire, produire pour transformer, transformer pour rester libre, et puis il glisse une phrase brutale: nous sommes encore dans les années 1800. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une stratégie de choc, parce que si le retard est accepté comme normal, alors l'humiliation devient permanente. Mais si le retard est nommé, alors le saut devient obligatoire, et c'est ça la pression de 2026, rattraper en 5 ans ce qu'on a perdu en 100. Ce n'est pas son sprint. C'est une guerre contre le temps, et dans cette guerre, le silence du monde extérieur n'est jamais neutre. Il prépare déjà la suite, plus la révolution avance, plus la réponse sera dure. Vous voyez maintenant, 2026 n'est pas une année. C'est un point de non-retour. Il parle d'autoroute. Mais en réalité, il parle de domination, parce qu'une autoroute n'est jamais seulement du bitume. C'est un corridor de contrôle, un axe militaire, économique, symbolique. Et ce qu'il raconte est un renversement brutal. Les entreprises étrangères proposaient 1032 milliards. Financés sur 10 ans, avec des prêts qui condamnent 50 ans, ce n'est pas un projet, c'est une chaîne. Et là, la révolution fait quelque chose de rare, elle refuse, pas par impulsion, pas par orgueil, mais parce que la conscience stratégique a mûri un peuple qui construit avec l'argent des autres reste un peuple sous tutelle. Alors ils décident de le faire eux-mêmes, avec des jeunes ingénieurs, avec des machines rassemblées, avec une mobilisation décrite comme unique en Afrique, sans bulldozer. 70% du nettoyage en 40 jours, ce n'est pas seulement de la vitesse, c'est une démonstration adressée autant au peuple qu'à ceux qui observent à l'extérieur. Car une fois qu'un pays prouve qu'il peut exécuter sans dépendance, alors l'ancien ordre commence à trembler.
C'est ici que le discours se durcit, les impérialistes ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ce n'est pas une métaphore, c'est une anticipation. Quand l'infrastructure devient souveraineté, alors la désinformation devient une arme, la démoralisation devient une stratégie. Et les ONG, les menaces, les intimidations deviennent des outils d'arrêt. Il ne décrit pas un combat futur, il décrit un combat déjà enclenché. Parce qu'une fois que le chantier commence, la neutralité disparaît. Soit on laisse cette trajectoire continuer, soit on prépare déjà à la casser, et la pression monte. Précisément ici, si 2026 ouvre plusieurs autoroutes, alors 2027 ouvrira une indépendance totale, et ça, beaucoup ne peuvent pas l'accepter. Vous sentez le seuil. Il dit « Pendant qu'il raille, nous créons des usines ». Cette phrase n'est pas une défense. C'est une inversion du rapport de force, car dans toute révolution, il y a deux réalités parallèles, celle qui construit et celle qui commente pour empêcher la construction. Et quand il dit que certains sont fatigués et ne parlent plus des forces sur le terrain, il révèle une vérité stratégique. La propagande cesse quand le résultat devient trop visible, mais ensuite, il franchit une ligne brutale. Il nomme ceux qui répètent le discours impérial comme des esclaves de salon. Et là, on comprend que le combat interne est aussi important que l'ennemi extérieur. Parce qu'un pays ne tombe pas seulement sous pression étrangère, il tombe quand l'intérieur accepte l'humiliation comme identité. Quand il affirme « montrez-leur le soleil », ils diront qu'il fait nuit. Il ne caricature pas. Il accuse un mécanisme, la dépendance mentale. Et c'est précisément ça, le vrai chantier de 2026. Pas l'autoroute, pas l'université, mais le cerveau collectif. Une fois qu'un peuple commence à croire en sa propre capacité, alors la domination perd son outil principal. Et c'est là que l'escalade devient inévitable, car si cette révolution continue, elle crée un précédent continental. Si le Burkina démontre qu'on peut produire, transformer et financer, sécuriser, alors d'autres peuples poseront la même question. Pourquoi pas nous? Et à partir de ce moment, le système mondial n'a plus seulement un pays à gérer, il a une contagion. C'est pour ça que la pression doit continuer, parce qu'ils savent que ralentir, c'est mourir, mais accélérer, c'est provoquer la réponse. Alors le futur se divise en 3 scénarios. Si le peuple tient, la révolution devient normalité. Si le peuple doute, l'ancien ordre revient déguisé. Et si le monde reste silencieux, la confrontation explosera sans avertissement. 2026 est une année de vérité, pas de promesses. Une année où chaque chantier est un choix historique. Il faut comprendre une chose, ce discours n'est pas destiné à rassurer, il est destiné à préparer. Préparer un peuple à vivre dans une zone de tension prolongée, parce qu'une révolution qui construit est une révolution qui entre en collision, et plus elle réussit, plus elle devient intolérable pour l'ordre ancien. Il répète « attachez les ceintures ». Ce n'est pas une phrase de leader, c'est une instruction de survie, car quand un État commence à transformer localement, à refuser la dette, à mobiliser ses ingénieurs, à sécuriser ses frontières, il ne demande pas la permission, il prend de la place. Et dans ce monde, prendre de la place est toujours puni. Ce qu'il décrit, c'est une révolution qui comprend que le danger n'est pas seulement militaire, le danger est narratif, la bataille. C'est qui raconte l'histoire du Burkina Faso. Les impérialistes racontent toujours la même version, un pays pauvre, instable, dépendant. Mais si les routes se terminent, si les usines sortent, si les récoltes explosent, alors cette version s'effondre. C'est pour ça qu'il insiste autant sur la production, parce qu'un peuple qui produit ne supplie plus, il négocie. Et un peuple qui transforme ne vend plus sa matière brute, il garde sa valeur. C'est ça, le crime stratégique aux yeux des puissances, retenir la richesse sur place. Alors l'attaque change de forme, ce ne sera pas toujours des chars. Ce sera des campagnes médiatiques, des sanctions invisibles, des divisions internes, des élites recyclées, et c'est là que sa phrase la plus lourde apparaît. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple, pas pour plaire, pas pour convaincre Paris ou Washington, mais pour créer une normalité nouvelle, parce qu'une fois que le peuple goûte à cette normalité, l'ancien monde ne peut plus revenir sans violence. Et maintenant,
regardez la structure. Agriculture, éducation, technologie, santé, infrastructure, sécurité. Ce n'est pas une liste. C'est une construction d'État totale, un État qui dit nous allons combler 100 ans en 5, cela paraît impossible jusqu'au moment où cela commence. Et c'est là que la pression devient historique. Si 2026 réussit, alors l'Afrique voit une sortie. Si 2026 échoue, alors tout le continent reçoit un message « n'essayez plus ». Et si le monde regarde sans parler, alors la prochaine étape sera brutale, parce qu'un peuple qui s'éveille ne retourne pas au sommeil. Il avance ou il brûle, alors la vraie question n'est plus le Burkina peut-il tenir? La vraie question est qui, autour, supportera de le voir tenir? Réfléchissez. Le nom n'a plus besoin d'être répété. Le centre n'est plus un homme. Le centre devient une mécanique. Une révolution n'est pas fragile quand elle parle fort. Elle est fragile quand elle s'installe, car c'est à ce moment que le vrai affrontement commence la durée. Il l'a dit dès le début. Vous avez appris à travailler sous pression. Cela signifie que l'État est en train de fabriquer un nouveau réflexe national. La pression n'est plus un accident. Elle devient une méthode de gouvernement. Et cette méthode a un prix, parce qu'un peuple peut tenir une année dans l'urgence, mais tenir 10 ans exige autre chose, un sens collectif. C'est ici que tout se joue. Quand l'infrastructure devient une priorité, ce n'est pas seulement pour circuler, c'est pour unifier. Quand l'enseignement devient technique, ce n'est pas seulement pour former, c'est pour retenir la jeunesse dans la chaîne productive. Quand la recherche se fait sur place, avec un microscope électronique moderne, ce n'est pas seulement un outil scientifique, c'est un signal, nous ne serons plus dépendants de la validation extérieure. Et dans cette logique, chaque progrès crée une conséquence irréversible. Une fois qu'on produit du café, l'importation devient une humiliation. Une fois qu'on transforme le cacao, exporter brut devient un vol. Une fois qu'on construit soi-même, emprunter redevient une soumission. C'est une cascade. Et c'est ce qui rend 2026 dangereux, parce qu'une cascade ne peut pas être arrêtée doucement, elle est arrêtée par rupture. Alors 3 forces se dessinent, la force intérieure, qui bâtit, la force extérieure, qui observe et prépare, la force intermédiaire, celle des élites hésitantes, qui attendent de voir qui gagnera. Et ce troisième groupe est toujours décisif, car les impérialistes n'ont pas besoin d'envahir. Ils ont seulement besoin que l'intérieur se fatigue. C'est la vraie stratégie. Épuiser la volonté. Donc la pression continuera, pas parce que quelqu'un aime souffrir, mais parce que dans une révolution, ralentir signifie redevenir capturable. Et à partir de maintenant, la question n'est plus technique, elle est existentielle. Est-ce que cette société accepte de payer le prix de sa souveraineté ou est-ce qu'elle préfère le confort supervisé de la dépendance? 2026 n'est pas un chantier. C'est un test. Tout ce qui a été dit converge vers une seule vérité, la révolution est entrée dans sa phase la plus difficile. Le commencement était spectaculaire. Mais la continuation est impitoyable, car construire est visible. Tenir est silencieux, et c'est dans ce silence que les forces adverses travaillent. Il l'a répété, ils vont communiquer pour ternir l'image. Ils vont démotiver, ils vont diviser. Ce n'est pas une prophétie, c'est une règle historique. Chaque fois qu'un peuple commence à croire en lui-même, le monde qui vivait de son doute se réorganise. Alors la pression devient double, la pression de produire plus vite que le retard, et la pression de résister plus longtemps que l'usure. C'est pour ça que le discours ne s'achève pas dans la célébration. Il s'achève dans l'appel au courage. Pas le courage romantique, le courage administratif, le courage quotidien, le courage de continuer quand il n'y a plus d'applaudissements, parce que c'est là que tout se décide. Une révolution échoue rarement par manque de rêve. Elle échoue par fatigue. Alors, 2026 devient une ligne. Si le peuple tient, l'État nouveau se consolide. Si le peuple fléchit, l'ancien monde revient sous un autre visage. Et si le continent regarde, alors cette expérience deviendra un modèle ou un avertissement. Voilà pourquoi la question reste suspendue. Ce qui se joue ici n'est pas seulement le Burkina Faso. Ce qui se joue, c'est la possibilité même de sortir. Pensez-y, discutez-en, parce qu'à partir d'un certain point, le futur ne demande plus la permission. Tout a commencé par une phrase simple, attachez vos ceintures.
Mais maintenant, on comprend ce n'était pas une image. C'était une déclaration de trajectoire, parce qu'une fois que la pression devient normale, la société change de forme. Une fois que l'impossible devient réel, le retour à l'ancien monde devient insupportable. Et c'est exactement ce que ce récit construit: un pays qui ne demande plus, un peuple qui ne s'excuse plus, un système qui tente de combler 100 ans en 5. Ce n'est ni propre, ni facile, ni garanti. Mais c'est irréversible dans un sens, la conscience s'est déplacée. Alors la dernière question reste ouverte, comme une fissure dans l'avenir. Si cette révolution est acceptée, elle deviendra un précédent. Si elle est rejetée, elle deviendra une leçon brutale. Et si le silence continue, alors la confrontation viendra sans annonce. Parce qu'un peuple qui commence à se relever ne peut plus être traité comme avant. Ce n'est pas une histoire de route ou de récolte, c'est une histoire de souveraineté psychologique. Et maintenant, la pression ne fait que commencer. À vous de voir ce que cela signifie